Une tempête se forme jusqu'à ce que le déséquilibre qu'il a créé soit corrigé. C'est ce que déclare dans le film Le jour d'après l'acteur Dennis Quaid, qui joue le rôle d'un climatologue réputé de la NOAA, le service météorologique états-unien, lors d'une réunion avec le président des États-Unis et ses plus proches ministres et conseillers. Bien entendu, les films hollywoodiens qui traitent de science regorgent de débilité. Mais cette affirmation de Dennis Quaid est loin d'être si aberrante que cela, et elle est le point de départ de cette vidéo qui parlera de la circulation générale de l'atmosphère, ayant pour point de départ un déséquilibre énergétique devant être corrigé. Bonjour et bienvenue dans la première vidéo des clés de l'atmosphère. Cette vidéo se découpe en 8 parties. L'introduction générale à la circulation générale de l'atmosphère avec le bilan radiatif. La convection équatoriale et la zone de convergence intertropicale avec entre autres les lois des gaz parfaits et de Clausius-Capéron. La formation et la dynamique de la cellule de Hadley avec la loi de conservation de la masse. Les anticyclones subtropicaux et la circulation de la haute troposphère avec la compression adiabatique et le moment angulaire. La cellule polaire avec l'équilibre hydrostatique, la cellule de Ferrel avec l'équilibre géostrophique, les alizés et la circulation de surface avec la force de Coriolis et la conclusion. La circulation générale de l'atmosphère est le gigantesque système de mouvement qui redistribue l'énergie partout sur Terre. C'est un mécanisme naturel indispensable et la réponse dynamique de l'atmosphère au déséquilibre radiatif entre l'équateur et les pôles. En d'autres termes, la Terre reçoit beaucoup plus d'énergie solaire à l'équateur qu'aux hautes latitudes. Ce contraste crée des gradients de température qui impose aux masses d'air de se déplacer pour redistribuer l'énergie. On écrit le bilan local moyen avec cette équation relativement simplifiée en utilisant Q de phi qui est le flux solaire moyen absorbé à la latitude phi égale 1 moins alpha en fonction de phi, alpha qui est l'albédo, multiplié par S qui est l'insolation moyenne à la limite supérieure de l'atmosphère. C'est la composante géométrique dépendant de l'angle d'incidence du Soleil et de la saison. Rappelons que l'albédo est le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport du flux d'énergie lumineuse réfléchie au flux d'énergie lumineuse incidente. Nous pouvons déduire qu'à l'équateur, c'est environ 420 watts par mètre carré qui sont absorbés en moyenne, ce qui correspond à un excès d'énergie nette d'environ plus 100 à plus 160 watts par mètre carré, avec au zénith des valeurs instantanées qui peuvent atteindre, voire dépasser les 1000 watts par mètre carré. Au pôle, c'est environ 170 watts par mètre carré qui sont reçus, avec évidemment en plein hiver une valeur totalement nulle et en été un soleil bas sur l'horizon et donc une lumière très peu efficace. Cette forte absorption de l'énergie solaire génère un échauffement brutal de la surface. Or, de l'air chaud peut contenir plus d'humidité et donc générer une convection profonde et former la zone de convergence intertropicale et mettre en route ainsi la cellule de Hadley. Tout commence donc ici, dans la bande chaude et humide où l'air s'élève en continu, alimenté par les flux maritimes convergents. La circulation générale sert alors de tapis roulant énergétique qui transfère la chaleur vers les pôles sous 3 formes. La circulation de Hadley dans les tropiques, la circulation de Ferrel dans les moyennes latitudes et ensuite la circulation polaire. En intégrant les équations de la dynamique des fluides comme la force de Coriolis, chaque cellule répond à une logique dynamique différente. Leur combinaison forme les alizés dans les tropiques, les vents d'ouest dans les moyennes latitudes et les vents d'est polaires. Pour comprendre toute la circulation planétaire, tout commence donc au même endroit,
la zone de convergence intertropicale, c'est le véritable cœur battant de l'atmosphère. Tout commence donc à l'équateur, dans une immense machine thermique où l'air chaud s'élève. Et pour considérer tout ceci, il faut utiliser 5 lois de la physique, dont la première, qui est celle des gaz parfaits, PV égale nRT, que l'on formule en approximation très bonne pour l'air à pression et température usuelle, P égale ρ multiplié par R multiplié par T, où ρ est la densité, R est la constante spécifique du gaz, 287 joules par kilo, était la température absolue en Kelvin. Si la pression P est approximativement la même pour une parcelle d'air et son environnement, hypothèse de parcelle rapide et locale, alors la densité est égale à la pression divisée par RT. Autrement dit, à pression constante, une augmentation de la température fait diminuer la densité. Et pour expliciter tout ceci, prenons un exemple numérique avec la pression à 101 325 pascal ou 1013,25 hectopascal, la pression moyenne que nous connaissons. La densité de l'air sec à 20 degrés centigrades, soit 293,15 Kelvin, eh bien, elle est de 1,204 kg par mètre cube. À 30 degrés centigrades, soit 303,15 Kelvin, eh bien, la densité est à 1,164 kg par mètre cube. La différence est d'environ 3,3%. C'est souvent suffisant pour produire une accélération ascendante notable, en intégrant le fait que dans l'atmosphère, on combine cet effet avec des gradients verticaux et des forçages. Il faudra ajouter une deuxième loi qui favorisera l'élévation de l'air chaud, celle qui concerne l'humidité. En effet, l'air sec est essentiellement constitué d'oxygène et d'azote, et si nous calculons la masse molaire de l'air, en prenant la masse molaire de chaque élément multiplié par la mole, en la révisant au pourcentage de la masse et en faisant l'addition, eh bien, nous arrivons à 28,97 kg par kilo de mole. Alors que, tout simplement, eh bien, l'air humide, lui, est constitué donc de H2O, soit 18,0 grammes par mole. Ainsi, l'humidification réduit la densité, mais typiquement, l'effet de la température est plus fort que l'effet de l'humidité. En calculant la densité d'air saturé, on trouve une diminution d'environ 0,87% par rapport à l'air sec à 20 degrés centigrades. Au total, ce sera donc avec le 3,3%, eh bien environ 4,1 à 4,2% de diminution de densité pour de l'air chaud humide, et donc tout ceci favorisera son élévation. Une autre loi de la physique va intervenir maintenant, et vous la connaissez tous d'une manière intuitive. Quand il fait plus chaud et plus humide, vous ressentez la lourdeur de l'air qui est décrite par la pression de vapeur saturante. C'est un élément clé de la convection équatoriale qui est formulé par la relation fondamentale de la loi de Clausius-Capéron, qui décrit la dépendance de la pression des vapeurs saturantes en fonction de la température. Si on la simplifie et qu'on effectue un calcul à T égale 293 Kelvin, soit 20 degrés centigrades, eh bien, on obtient une variation de 6,3% par Kelvin. Donc, chaque augmentation de Kelvin augmente la pression des vapeurs saturantes d'environ 6% au voisinage de 20 degrés. C'est pour cela qu'un air plus chaud peut être beaucoup plus capable de contenir de la vapeur. Il faut ajouter à ces 3 premières lois de la physique une quatrième qui est l'accélération de la flottabilité, dépendante du principe d'Archimède, avec l'accélération dépendante du G, donc la constante gravitationnelle, et de la température de la particule et de son environnement. En prenant une température de particule à 35 degrés centigrades, soit 308 Kelvin, et l'environnement à 293 Kelvin, donc 20 degrés centigrades, eh bien, on obtient une accélération de 0,5 mètres par seconde au carré, soit une vitesse en 30 secondes de 15 mètres par seconde verticalement. C'est la base d'un courant ascendant convectif énergique. Il y a un cinquième et dernier élément à prendre en considération
pour comprendre que la zone de convergence intertropicale est une immense machine thermique. Il s'agit de la chaleur latente et de son dégagement. À la différence de la chaleur sensible que nous ressentons tous, la chaleur latente est libérée lors des changements d'état, soit ici la condensation, soit donc le changement de l'état gazeux à l'état liquide. Et pour l'exprimer, prenons une équation simplifiée. Q, énergie dégagée par la condensation en joules, égale LV fois M, soit la chaleur latente de vaporisation, de condensation de l'air, qui est égale à 2,5 fois 10 exposant 6 joules par kilo, multiplié donc par M, la masse d'eau condensée en kilos. Et si nous prenons un exemple très concret, si 1 gramme de vapeur d'eau se condense, soit Q égale 2,5 fois 10 exposant 6 fois 1 millième, donc évidemment 1 gramme égale 1 millième de kilo, eh bien cela donne 2500 joules. Et si nous essayons de transcrire cela en différence de température, avec donc l'équation Q divisée par Cp, soit la capacité calorifique de l'air multipliée par la masse, donc 1 mètre cube d'air égale environ 1,2 kg, eh bien cela donne un changement de température, une augmentation de 2,1 degrés centigrades. Cela montre pourquoi la condensation libère beaucoup d'énergie et peut fortement renforcer les courants ascendants. Il faut d'ailleurs ajouter à ce sujet que le roi des courants ascendants, c'est-à-dire l'ouragan, peut produire la moitié de la production mondiale d'électricité en un jour grâce au dégagement de la chaleur latente. Pour conclure sur la zone de convergence intertropicale, nous avons pu comprendre à travers la première loi, celle des gaz parfaits, que l'air chaud s'élève plus facilement que l'air froid, à travers la deuxième loi, qu'il s'élève d'autant plus facilement qu'il est humide, et à travers la troisième loi, celle de Clausius-Capéran, qu'il s'élève encore d'autant plus facilement que l'air chaud peut contenir plus d'humidité. À travers la quatrième loi, celle de la poussée d'Archimède, nous avons pu comprendre que plus la flottabilité augmente, plus la vitesse verticale augmente. Et enfin, à travers la cinquième loi, celle du dégagement de chaleur latente, que celle-ci renforce l'augmentation de la température et donc renforce la flottabilité et donc la vitesse verticale. Ceci alimente le système convectif de la zone de convergence intertropicale, qui est une immense machine thermique basée sur une rétroaction positive. Ainsi, la zone de convergence intertropicale n'est pas seulement une bande orageuse spectaculaire, c'est véritablement le cœur battant de la circulation atmosphérique mondiale, le point d'injection d'énergie thermique et mécanique dans toute la troposphère. L'air y est chauffé, humidifié, allégé, puis puissamment accéléré vers les hauteurs avant d'être redistribué latéralement vers les deux hémisphères. Mais ce flux ascendant ne peut pas rester cantonné à l'équateur. Une fois propulsé en altitude, il doit nécessairement s'évacuer, s'étaler, se refroidir et rétablir son équilibre dynamique. C'est précisément ce mouvement d'évasion de l'air tropical, contraint par les lois de la dynamique atmosphérique et dévié par la rotation de la Terre, qui engendre l'une des structures les plus fondamentales du climat planétaire, la cellule de Hadley. Dans la partie suivante, nous allons donc suivre pas à pas ce trajet de l'air depuis le sommet de la zone de convergence intertropicale jusqu'aux régions subtropicales pour comprendre comment se forme cette grande cellule de circulation méridienne et pourquoi elle joue un rôle déterminant dans l'organisation des vents, des pressions et des climats autour de 30 degrés de latitude. L'air qui monte à l'équateur est forcé de diverger vers le nord et le sud à la fin de son ascension à cause de contraintes dynamiques fondamentales de l'atmosphère. En effet, il y atteint la tropopause, soit la limite supérieure de la troposphère qui agit comme un plafond. Au-delà, c'est la stratosphère qui voit sa température augmenter avec l'altitude
bloquant ainsi la convection. L'air doit donc s'étaler latéralement. Cette divergence d'altitude s'explique par la loi de conservation de la masse que vous connaissez mieux sous le nom de loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et qu'on connaît sous le nom d'équation de continuité dont vous avez la formulation ici à l'écran et que nous allons détailler ci-après. Le premier paramètre noté sous la lettre grecque ρ est la densité du fluide, c'est-à-dire la quantité de masse contenue dans un volume donné exprimé en kilos par mètre cube. Le deuxième élément est la variation de la densité sur la variation du temps. C'est la vitesse à laquelle la densité change dans un petit volume. Si celle-ci est supérieure à zéro, le volume se remplit. S'il est inférieur à zéro, le volume se vide. Et s'il est égal à zéro, la masse dans le volume ne change pas. Le troisième élément est la vitesse du fluide exprimée avec U, vecteur vitesse, noté sous UX, Y et Z pour les trois dimensions. Il indique donc la direction, la vitesse et si le fluide entre ou sort du volume considéré. Le quatrième élément est le flux de masse, noté ρU, qui est un produit densité fois vitesse. Il indique combien de masse traverse une surface chaque seconde, avec des exemples intuitifs. Beaucoup d'air mais lent, flux faible. Peu d'air mais très rapide, aussi flux faible. Et beaucoup d'air et très rapide, flux fort. Le cinquième élément est la divergence du flux de masse, noté sous le triangle inversé multiplié par ρU. C'est le terme clé qui représente combien de fluide sort d'un petit volume ou combien y entre. La divergence se mesure comme suit. Elle est positive si plus de fluide sort, elle est négative si plus de fluide entre, et elle est nulle si les entrées et les sorties sont équivalentes. Le sixième élément, le zéro final, est évidemment le cœur de la loi. Car si vous avez à gauche du plus un flux de masse et à droite du plus une divergence, eh bien, en vertu de la loi de conservation de la masse, les deux doivent s'égaler, doivent s'équilibrer avec le zéro final. C'est la même logique qu'un lavabo si nous prenons une image de tous les jours. Si le robinet débite plus que le trou d'évacuation, l'eau va monter. Si l'évacuation est plus rapide, l'eau va descendre. Ici, les deux sont identiques, le niveau reste constant. Pour appliquer ceci aux dynamiques atmosphériques, quand l'air converge au sol, il y a flux de masse et donc pour compenser, il doit monter. Quand il arrive à l'anthropopause, pour compenser le flux de masse qui arrive par en bas, il doit diverger en altitude. Et quand il arrive à 30 degrés de latitude nord, pour compenser le flux de masse, il doit descendre à ce niveau. Et donc, à la zone de convergence intertropicale, il y a convergence et donc ascension. Et à 30 degrés de latitude nord, il y a divergence quand il y a descente. Ceci est donc le mécanisme de la cellule de Hadley. On pourrait évidemment se demander pourquoi l'air ne divergerait pas vers l'est et l'ouest au lieu du nord et du sud. Et il y a trois raisons essentiellement à tout ceci. La première a déjà été un peu abordée, mais rappelons-la. Il fait chaud à l'équateur, froid au pôle, et il faut tenter de tout rééquilibrer. Et ce n'est pas en divergeant vers l'est et l'ouest que l'on va y arriver, c'est avec le nord et le sud. La deuxième raison, qui est un petit peu liée à la première, c'est que à l'équateur, vous avez donc une basse pression équatoriale qui s'est formée, alors que dans les tropiques, vous avez une haute pression. Mais si évidemment vous avez une basse pression équatoriale très uniforme, donc autour de la ceinture de convergence intertropicale, il va être compliqué de créer un vent à cause du manque de gradient de pression. Alors qu'en allant vers le nord, le gradient de pression est beaucoup plus élevé. Et la troisième raison est liée à la force de Coriolis, dont nous allons parler dans quelques instants, et qui dévie les vents vers l'est. Donc, si jamais il y aurait une petite poussée est-ouest, eh bien, celle-ci serait rapidement contrecarrée par la force de Coriolis.
La force de Coriolis est une force clé de la circulation générale de l'atmosphère. Elle dévie les vents vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Elle transforme une circulation purement méridienne en un système quasi zonal, générant les vents d'ouest de haute troposphère comme le courant jet subtropical que nous aborderons dans la partie 4. Au XVIe siècle, les navigateurs portugais comme Bartolomeu Dias, qui contournaient l'Afrique, s'étaient rendus compte que les alizés soufflaient du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans l'hémisphère sud. Mais c'est 3 siècles plus tard que le mathématicien Gaspard Gustave de Coriolis a mis en équation la force qui est désormais porte son nom et qui est une force inertielle liée à la rotation de la Terre, agissant perpendiculairement à la direction du mouvement d'un corps en déplacement dans un milieu. Et vous avez à l'écran l'équation qu'il a donc formulée et qu'on pourrait simplifier pour les applications météorologiques sous la formulation F égale 2 multiplié par la vitesse angulaire fois le sinus de phi, où phi est la latitude, la vitesse angulaire dépendant évidemment du temps sidéral, qui est égal à 23 heures, 56 minutes, 4 secondes et 9 centièmes, ce qui donnerait pour cette vitesse angulaire 7,2921 fois 10 exposant moins 5 radians par seconde. Étant donné que cette force est directement dépendante du sinus de phi et donc de l'altitude, on comprend mieux son implication dans la formation des cyclones tropicaux qui ne peuvent pas ou difficilement se développer en dessous de 5 degrés de latitude nord et aussi son application pour la formation des tempêtes de latitude tempérée. Mais pourquoi la cellule de Hadley s'arrête à 30 degrés de latitude? Eh bien, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que en s'éloignant de l'équateur, l'air se refroidit, perd de l'humidité et devient plus dense. Il finira donc par redescendre autour de 25 à 35 degrés de latitude, où il formera des anticyclones subtropicaux dont nous parlerons dans la partie 4. La deuxième raison est liée à la conservation du moment angulaire, ou autrement dit du moment cinétique. Lorsque l'air se déplace vers le nord, il doit conserver son moment angulaire. Sa vitesse zonale naturelle va donc augmenter et cela crée un vent d'ouest puissant. Cette augmentation limite l'extension de la cellule de Hadley. Mais qu'est-ce que le moment cinétique? Le moment cinétique est une grandeur physique qui mesure la quantité de rotation d'un objet. On peut le voir comme l'équivalent rotatif de la quantité de mouvement. Le moment cinétique, c'est donc la tendance d'un objet à continuer de tourner. Plus un objet tourne vite, plus son moment cinétique est grand. Plus sa masse est éloignée du centre, plus son moment cinétique est grand. Plus il est difficile de l'arrêter ou de changer son axe de rotation, plus son moment cinétique est grand. C'est pour ça qu'un patineur qui rapproche ses bras tourne plus vite. Il réduit sa répartition de masse et pour conserver le moment cinétique, la vitesse de rotation doit augmenter. On peut formuler le moment cinétique sous cette formule L égale I multiplié par oméga, où L est évidemment le moment cinétique, I le moment d'inertie, ou plutôt la répartition de masse, et oméga la vitesse angulaire ou la vitesse de rotation. Mais la conservation du moment cinétique, c'est la propriété la plus importante. Si aucune force de rotation extérieure n'agit sur le système, son moment cinétique se conserve. Conséquence, un patineur tourne plus vite, un vortex atmosphérique se renforce lorsqu'il se contracte, la Terre garde sa rotation et les planètes
maintiennent leur orbite. Quand une parcelle d'air s'élève à l'équateur, puis se déplace vers le nord ou le sud, elle s'éloigne du rayon maximal de la Terre, qui est plus grand à l'équateur, et elle s'approche d'un axe de rotation plus petit. Et si elle n'est soumise à aucune force externe significative, son moment cinétique par rapport à l'axe de rotation terrestre doit rester constant. La parcelle d'air qui monte à l'équateur et qui se dirige vers les pôles se comporte alors comme un patineur. À l'équateur, nous avons un grand rayon et donc les bras du patineur sont écartés et nous avons un grand moment d'inertie. En allant vers les pôles, c'est un petit rayon avec les bras rapprochés du patineur et donc un petit moment d'inertie. Comme le moment cinétique doit rester constant, et si le moment d'inertie diminue, alors la vitesse zonale vers l'est augmente fortement. C'est la raison physique profonde pour laquelle se forme le jet subtropical au bord de la cellule de Hadley. Mais pourquoi le moment cinétique doit rester constant? Et c'est là que se trouve le cœur profond de la mécanique. La conservation du moment cinétique n'est pas un hasard, ni une règle arbitraire. Elle provient directement d'un principe fondamental de la physique, le théorème de Noether. Emmy Noether était une mathématicienne allemande et a publié ses résultats entre 1915 et 1918 et a été profondément aidée par un certain Albert Einstein qui l'a qualifié de monument de la pensée mathématique. Que dit ce théorème? Il dit à toute transformation infinitésimale, appelée symétrie, qui laisse invariante l'intégrale d'action, correspond une grandeur qui se conserve. Chaque symétrie fondamentale de la nature correspond à une quantité conservée. Noether dit en gros, s'il n'y a aucune raison pour que quelque chose change, alors ce quelque chose ne change pas. Si les lois ne changent pas avec le temps, pourquoi l'énergie changerait-elle? Si les lois ne changent pas selon l'endroit, pourquoi la quantité de mouvement changerait-elle? Et si les lois ne changent pas selon l'orientation, pourquoi la rotation changerait-elle? C'est profond, mais finalement très naturel. Imaginez un carrousel qui tourne. Tant que personne ne pousse, le carrousel tournera à la même vitesse. La Terre tourne depuis 4,5 milliards d'années, car pratiquement aucune force extérieure ne s'exerce sur elle. Il n'existe pas de frein géant cosmique, donc son moment cinétique se conserve. L'air qui monte à l'équateur possède l'essentiel de la vitesse due à la rotation terrestre. Quand il se déplace vers les pôles, aucune force extérieure ne lui enlève cette rotation. Donc la symétrie de rotation est conservée, et donc son moment cinétique aussi. Et comme le moment d'inertie diminue en se déplaçant vers la latitude plus haute, eh bien, la vitesse de rotation va augmenter et elle va même dépasser la rotation du sol, car il ne faut pas oublier que la rotation terrestre diminue aussi avec la latitude. Et donc, on aura le développement d'un puissant vent qui deviendra le courant jet subtropical qui sera dévié vers l'est par la force de Coriolis. La cellule de Hadley apparaît donc comme une immense boucle thermique. Une ascension énergique à l'équateur, une divergence en altitude, puis une descente progressive vers les latitudes subtropicales. Mais cette descente n'est pas un simple retour gravitationnel vers la surface. En réalité, elle s'organise autour de vastes zones de compression, de réchauffement et de stabilisation atmosphérique qui façonnent certains des environnements les plus arides de la planète. L'air qui s'accumule autour de 25 à 35 degrés de latitude ne redescend pas au hasard. Il crée des anticyclones subtropicaux, véritables piliers de la dynamique atmosphérique globale où se mettent en place les régimes secs, les ciels dégagés et les circulations d'altitude qui influenceront profondément les jets subtropicaux et les échanges entre les tropiques et les moyennes latitudes. Pour comprendre pleinement comment la cellule de Hadley s'articule avec les flux de haute altitude et comment elle génère cette architecture complexe
de haute pression et de vents d'ouest rapides, explorons maintenant en détail la dynamique subtropicale et la circulation de la haute troposphère. La formation des anticyclones subtropicaux résulte du processus de subsidence quasi-adiabatique. Et avant d'aller plus loin dans la démonstration, définissons ces termes. La subsidence, c'est tout simplement le fait que l'air descend dans l'atmosphère. À l'inverse de l'air qui monte dans les orages, ici l'air descend lentement, parfois sur plusieurs kilomètres. Le mot adiabatique signifie sans échange de chaleur avec l'extérieur. Autrement dit, pendant sa descente, l'air ne reçoit pas de chaleur du soleil. Il n'en perd presque pas non plus vers l'environnement. Son évolution thermique dépend uniquement de la pression. Et on dit quasi adiabatique et pas strictement adiabatique parce que dans la réalité, il peut y avoir un tout petit peu de rayonnement et un peu de mélange avec l'air environnement. Mais ces effets sont très faibles par rapport au mécanisme principal. Une analogie très simple que nous connaissons tous, c'est la pompe à vélo. Quand nous compressons l'air dans la pompe, sans chauffer la pompe avec une flamme, l'air devient chaud. C'est exactement la même chose dans l'atmosphère. Quand l'air descend, la pression augmente, l'air est compressé et sa température augmente même sans apport de chaleur. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec quelques équations mathématiques, dont la première, qui est celle de la subsidence quasi-adiabatique, formulée par dt sur dz égale plus gamma d, t représentant la température de l'air en degrés Celsius ou en Kelvin, z l'altitude, généralement en kilomètres ou en mètres, dt sur dz est la variation de la température en fonction de l'altitude. Gamma d est le gradient thermique adiabatique sec qui est de 9,8 degrés par kilomètre. Et le plus est un point évidemment important, puisque si nous sommes dans la subsidence, eh bien, il y a réchauffement et donc nous sommes dans le positif. Alors qu'avec une ascension, eh bien, ce serait évidemment un terme négatif. Un exemple concret, si nous descendons de 2 km, eh bien, c'est un gain de 19,6 degrés. Relions cette première équation au premier principe de la thermodynamique, qui est une formulation de la loi de conservation de l'énergie dans le contexte de processus thermodynamiques et énoncée de la façon suivante. Au cours d'une transformation quelconque d'un système fermé, la variation de son énergie est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur par transfert thermique, soit de la chaleur, et par transfert mécanique, soit du travail. Si nous formulons le premier principe de la thermodynamique avec une équation où nous estimons que la chaleur échangée avec l'extérieur est quasiment nulle dans un processus quasi adiabatique, eh bien nous avons l'équation du égale moins dw, où du est la variation d'énergie et dw est la variation du travail. Que se passe-t-il quand l'air descend? Il se dirige vers une zone de pression plus élevée où l'air est comprimé, ce qui correspond à un travail exercé sur l'air, et ce travail mécanique augmente l'énergie interne de l'air. Or, l'énergie interne d'un gaz est directement liée à sa température, donc une compression augmente la variation d'énergie et donc sa température. Ce réchauffement n'a rien à voir avec le Soleil, c'est un réchauffement purement mécanique. Dès lors, il est relativement facile de comprendre pourquoi sous un anticyclone subtropical, il y a généralement moins de nuages. En effet, si vous avez un réchauffement de la masse d'air, comme l'air chaud peut contenir plus d'humidité absolue, eh bien sans apport d'humidité supplémentaire, en cas de réchauffement, l'humidité relative va diminuer. Par exemple, sous un air à 20 degrés, avec une humidité relative à 60%, eh bien, si vous réchauffez la masse d'air à 30 degrés, l'humidité relative
va diminuer à 30%. Et comme les gouttelettes de nuages sont microscopiques, elles peuvent s'évaporer très vite si l'air devient plus sec, et donc le ciel devient clair et le rayonnement solaire traverse sans obstacle. C'est un cercle de rétroaction positive. La subsidence provoque un réchauffement et donc les nuages disparaissent et donc il y a plus de soleil au sol et donc l'anticyclone est renforcé. Les anticyclones subtropicaux ne sont pas seulement des zones à l'humidité relative faible. Ce sont des zones de grande stabilité. Mais qu'est-ce que la stabilité atmosphérique? Prenons une parcelle d'air qui se déplace adiabatiquement, donc avec montée ou descente rapide, avec peu d'échanges de chaleur. La parcelle va suivre le gradient adiabatique sec, donc gamma D égale 9,8 degrés par kilomètre, tandis que l'atmosphère réelle va suivre son propre gradient thermique. Et dans ce cas-là, il existe trois scénarios possibles. Soit le gamma de l'environnement est supérieur au gamma de la parcelle, qui va donc flotter en quelque sorte dans une atmosphère plus chaude et plus légère, et donc elle va continuer à monter. Dans le cas inverse, elle ne va pas flotter, et donc la parcelle va redescendre. Et puis, il y a évidemment le cas neutre avec un équilibre. Dans le cas du processus de subsidence quasi-adiabatique, l'air descend sur une grande épaisseur et se réchauffe surtout dans les couches supérieures. Et donc, la parcelle d'air va se retrouver plus chaude que son environnement. Il n'y aura pas de flottabilité et elle va donc redescendre sans convection qui sera bloquée dès le départ. De plus, le processus de compression adiabatique va provoquer un écrasement vertical de l'air, une compression de la colonne d'air et donc une réduction de l'épaisseur de la couche instable. C'est pourquoi l'anticyclone est sous un processus de subsidence généralisée, avec bien souvent une inversion vers 1 ou 2 km, un ciel clair et une absence de cumulonimbus. Nous comprenons maintenant pourquoi, dans ces zones de basse humidité relative et de grande stabilité, règnent deux ceintures d'anticyclones subtropicaux. Dans l'hémisphère nord, dans l'Atlantique Nord, face à l'Afrique, nous avons l'anticyclone des Açores qui s'étend vers le Sahara. Dans le Pacifique Nord, face à la Californie, nous avons l'anticyclone du Pacifique Nord, qui est parfois dénommé anticyclone de Hawaï. Dans l'hémisphère sud, dans le Pacifique Sud, face aux côtes péruviennes et chiliennes, nous avons l'anticyclone du Pacifique Sud, parfois dénommé anticyclone de l'île de Pâques. Dans l'Atlantique Sud, nous avons, face à la Namibie, l'anticyclone de Sainte-Hélène, parfois dénommé anticyclone de l'Atlantique Sud. Et dans le sud de l'océan Indien, nous avons face à Madagascar l'anticyclone des Mascareignes. Il existe néanmoins une différence fondamentale entre le cas du désert du Sahara, qui est un désert continental, bien évidemment très sec, mais aussi très chaud, et le cas des côtes californiennes, péruviennes et chiliennes, et namibiennes, qui ont un visuel particulièrement différent, malgré leur assèchement par l'anticyclone du Pacifique Nord, l'anticyclone du Pacifique Sud et l'anticyclone de Sainte-Hélène. Ces trois régions côtières sont effectivement baignées par trois courants froids, respectivement le courant de Californie, le courant de Humboldt pour le Pérou et le Chili, et le courant de Benguela pour la Namibie. Ces courants froids font remonter des eaux profondes froides, ce qu'on appelle en anglais le upwelling, à la surface de l'océan. L'air marin est donc au contact de cet océan froid refroidi par le bas. Il devient donc dense et stable et atteint rapidement la saturation avec la formation de nuages bas
sous forme de stratus, souvent collés à la côte. Nous avons donc la combinaison cruciale de deux mécanismes. En altitude, la subsidence chaude avec l'air qui descend et crée une inversion de subsidence. En surface, le refroidissement océanique refroidit l'air avec une couche basse froide et humide et donc une couche supérieure chaude et sèche par-dessus. La conséquence directe, c'est que donc la convection est doublement bloquée par l'inversion au-dessus et par le refroidissement en dessous. Les nuages restent donc bas, ne peuvent pas croître verticalement et ne donnent presque jamais de pluie. Paradoxalement, l'eau froide des courants froids renforce l'aridité en réduisant l'évaporation, en refroidissant l'air, en augmentant la stabilité et en empêchant les ascendances. D'ailleurs, le désert d'Atacama, qui se situe dans le nord du Chili, est plus sec que le désert du Sahara. Parlons maintenant du courant de jet subtropical dont nous avions déjà parlé dans la partie précédente et qui est d'une importance cruciale pour les climats tropicaux, subtropicaux et même aussi tempérés. Le courant de jet subtropical est un courant de vent d'ouest très rapide, situé dans la haute troposphère, près de la tropopause subtropicale, à environ 12 à 15 km d'altitude, autour des latitudes 25 à 35 degrés dans chaque hémisphère. Il résulte, comme nous l'avons déjà vu, de la cellule de Hadley, de la conservation du moment angulaire de l'air quittant l'équateur et de l'effet de la rotation terrestre. Il correspond à un maximum de vent zonal plus stable et plus continu que le courant de jet polaire. La position du courant de jet subtropical varie en fonction des saisons et donc du maximum d'ensoleillement. Durant l'été boréal, le maximum se situe du côté du tropique du Cancer et donc la cellule de Hadley s'étend vers le pôle, le courant de jet subtropical migre vers les hautes latitudes, les anticyclones subtropicaux remontent avec des conditions plus favorables au temps stable, sec et chaud dans les régions tempérées. A contrario, en hiver, la cellule de Hadley se contracte, le courant de jet subtropical redescend vers l'équateur, les perturbations atteignent plus facilement les régions subtropicales avec des pluies hivernales dans les climats méditerranéens. Le climat saisonnier des régions tempérées dépend donc fortement de cette migration. Le courant jet subtropical se situe au milieu d'une rétroaction de structuration. En effet, la compression adiabatique développée par-dessous diminue le gradient de température thermique par le réchauffement produit. Ceci provoque donc un affaiblissement des vents en dessous du courant jet subtropical, et lorsque les vents provenant de la divergence au-dessus de la zone de convergence intertropicale arrivent dans cette zone, ceux-ci entrent donc dans une zone de convergence en dessous du flux d'altitude avec une accumulation d'air. En vertu de l'équation de continuité, et pour rééquilibrer la quantité de masse, l'air doit donc plonger vers les basses couches, entrant dans le processus de compression adiabatique. La boucle est donc bouclée, mais sous la forme d'une rétroaction de structuration et non d'emballement. En effet, l'intensité du courant de jet subtropical est avant tout maintenue par les écarts de température entre les zones tropicales et les zones tempérées. Le courant de jet subtropical peut aussi avoir un impact sur la météo des régions tempérées. En effet, bien qu'ils aient des origines différentes, le jet subtropical et le jet polaire peuvent interagir, surtout en hiver et à la mi-saison. Dans certaines configurations, ils se rapprochent, voire fusionnent partiellement, ce qui crée un couloir de vent très puissant en altitude, essentiellement dû au renforcement du gradient thermique. Cette accélération du flux provoque une puissante dynamique dépressionnaire qui est une condition idéale pour les cyclogénèses rapides, les tempêtes et les précipitations
extrêmes. Le cas du bassin méditerranéen est assez particulier. Lorsque le jet polaire ondule fortement et que le jet subtropical reste intense et apporte de l'air chaud et humide, la Méditerranée devient une zone de conflit de masse d'air. Cela favorise les épisodes méditerranéens et cévenols, des pluies stationnaires intenses et des inondations majeures. L'exemple de la catastrophe de Valencia de la fin octobre 2024 en est un excellent exemple. On avait dans la partie sud le jet subtropical qui remontait avec toute la moiteur qui provenait notamment des îles du Cap-Vert, alors qu'une ondulation du jet polaire descendait jusque l'Espagne. Le résultat, c'est donc 800 mm en quelques heures, quelques jours dans la région de Valencia. Le courant jet subtropical a aussi un rôle majeur dans la mousson indienne car c'est le verrou dynamique de cette mousson. Durant l'hiver boréal, il circule au-dessus de l'Inde et de l'Himalaya où il induit une subsidence généralisée maintenant des hautes pressions continentales et inhibant la convection. Il n'y a donc pas de mousson. Durant l'été boréal, le réchauffement du sous-continent indien et du plateau tibétain crée une dépression thermique. Le jet subtropical se retire alors au nord de l'Himalaya, la subsidence disparaît au-dessus de l'Inde et le jet tropical d'Est s'installe en altitude, aspirant de l'air humide de l'océan Indien, provoquant une convection profonde et les pluies de mousson. Le retrait du jet subtropical est donc la condition nécessaire à l'installation de la mousson. Jusqu'ici, nous avons suivi l'énergie solaire depuis l'équateur jusqu'aux latitudes subtropicales où l'air redescend et s'organise en vastes anticyclones dominés par la subsidence et les jets de haute altitude. Mais ce n'est pas la fin du voyage de l'énergie atmosphérique. Au-delà de ces régions, en direction des hautes latitudes, le contraste thermique avec les pôles devient de plus en plus marqué. L'atmosphère entre alors dans un autre régime dynamique, dominé non plus par la convection tropicale, mais par le refroidissement intense et la formation de masses d'air froid et dense. Pour comprendre ce qui se passe près des pôles et comment l'atmosphère ferme réellement la boucle énergétique globale, nous devons maintenant nous tourner vers la cellule polaire. La cellule polaire est une conséquence directe du froid polaire et de l'équilibre hydrostatique amplifié par la rotation de la Terre. L'énergie reçue par unité de surface dépend du cosinus de l'angle d'incidence du Soleil qui est de 90 degrés au pôle et le cosinus de 90 degrés égale 0. Il y a donc très peu d'énergie reçue au pôle. Le sol se refroidit ainsi avec l'air au contact. Or, pour relier la température, la pression et la densité, on utilise la loi des gaz parfaits mentionnée plus tôt dans cette vidéo, avec donc la pression égale la densité multipliée par R multipliée par T. La pression en pascal, la densité en kilo par mètre cube, R est la constante des gaz pour l'air, et T, la température exprimée en Kelvin. Et donc, si la pression varie peu, mais que la température diminue, alors la densité augmente. Et donc, un air plus froid provoque un air plus dense et donc un air plus lourd. Et si nous relions tout ceci à l'équilibre hydrostatique avec la variation de la pression en fonction de l'altitude égale moins la densité multipliée par la gravité, eh bien un air plus dense renforce la pression en surface. C'est la subsidence polaire qui crée des hautes pressions. Si nous effectuons un rapide calcul de la variation de pression en fonction de l'altitude,
Ceci donne 1,2 fois 9,81, 1,2 qui est la densité de l'air, et donc nous obtenons une diminution de 11,8 pascal par mètre. Et donc, sur une différence d'altitude de 100 mètres, cela donne moins 1180 pascal. Et donc, la pression au niveau de la mer est de 1013,25 hectopascal. Après 100 mètres, elle est de 1001,45 hectopascal. Et donc, l'air froid se tasse près du sol. Toute la masse atmosphérique est concentrée à basse altitude, ce qui favorise des hautes pressions polaires au sol et des basses pressions polaires en altitude. L'accumulation d'air le force à s'écouler des hautes pressions vers les basses pressions sous l'effet de la force de pression. Et c'est là qu'intervient notre amie, la force de Coriolis, qui est directement dépendante de la latitude avec son équation F égale 2 oméga multiplié par le sinus de la latitude. Et sinus de 90 degrés égale pratiquement 1, et donc au pôle, la force de Coriolis est maximale. Plus on se rapproche du pôle, plus la déviation est forte, et donc l'écoulement devient un vent d'est. Cet écoulement arrivera forcément au front polaire à la latitude 60 degrés où il sera obligé de monter. En effet, mathématiquement, la divergence s'exprime par la variation du vecteur U, soit est-ouest en fonction de x, plus la variation du vecteur V sud-nord en fonction de y, plus la variation du vecteur W, vitesse verticale, en fonction de z. Et physiquement, une divergence positive est une divergence et une divergence négative est une convergence. Dans l'atmosphère à grande échelle, les vitesses verticales W sont très faibles, mais leur variation domine celle des vecteurs U et V. Nous allons donc séparer la divergence avec la divergence horizontale plus la variation de la vitesse verticale. En vertu de l'équation de continuité avec la conservation de masse pour un fluide quasi incompressible comme l'air à grande échelle, eh bien, la divergence doit être égale à 0, et donc la divergence horizontale plus la variation de la vitesse verticale en fonction de l'altitude doit égaler 0, ce qui donne directement la variation de vitesse verticale en fonction de l'altitude égale moins la divergence horizontale. Donc, la convergence horizontale, si elle est négative, alors la variation de la vitesse verticale doit être positive. La vitesse verticale augmente avec l'altitude, l'air est forcé de monter s'il converge. En s'élevant, cet air se détend et se refroidit sans échange de chaleur avec l'extérieur. Comme nous avons pu le voir dans la cellule de Hadley, la compression adiabatique réchauffe l'air d'environ 10 degrés par kilomètre. Et donc, la loi du refroidissement adiabatique le refroidit d'environ 10 degrés par kilomètre. En altitude, cet air ne continue pas vers le sud. Et il y a trois raisons à tout ceci. D'abord, la première, c'est que comme nous avons pu le voir au début de la cellule polaire, eh bien, la pression est plus basse en altitude que dans la région subtropicale. Il existe donc un gradient de pression dirigé vers le pôle. L'air est naturellement attiré vers les régions polaires. La deuxième raison, c'est la contrainte fondamentale liée à la rotation de la Terre et la conservation du moment cinétique. En se déplaçant vers le pôle, la distance à l'axe de rotation diminue, et pour qu'une parcelle puisse ainsi conserver son moment cinétique, il est plus facile de se déplacer vers le nord. À l'inverse, un déplacement vers le sud exigerait des vents d'altitude irréalistes. Et enfin, la troisième raison, c'est que dans la cellule de Ferrel que nous allons développer ci-après, il existe un courant jet qui agit comme un verrou dynamique, empêchant l'air de se développer vers le sud. En arrivant au-dessus des régions polaires,
l'air subit un refroidissement radiatif intense, sa température diminue et sa densité augmente selon la loi des gaz parfaits. Il devient plus dense que l'air environnement et perd sa flottabilité. La force verticale devient dirigée vers le bas et l'air redescend. C'est la subsidence polaire et la boucle de la cellule polaire est bouclée. Nous avons vu comment, aux hautes latitudes, l'atmosphère s'organise autour d'un air froid, dense et descendant, donnant naissance à la cellule polaire. Mais cette cellule ne fonctionne pas de manière isolée. Entre les régions subtropicales, dominées par la cellule de Hadley, et les régions polaires, il existe une vaste zone intermédiaire où la circulation ne peut pas être expliquée uniquement par le réchauffement ou le refroidissement local. C'est dans cette zone de transition, marquée par de forts contrastes thermiques et une atmosphère très dynamique, que se met en place la cellule de Ferrel. Quand on évoque la circulation générale de l'atmosphère, on cite presque toujours la cellule de Hadley et la cellule polaire, mais beaucoup plus rarement la cellule de Ferrel. Pourtant, la cellule de Ferrel est le cœur dynamique des moyennes latitudes, là où vivent la majorité des populations humaines, là où se forment les dépressions, les tempêtes, les fronts, le courant de jet et les grands contrastes météorologiques. Sans elle, l'équilibre thermique entre l'équateur et les pôles serait impossible. Mais attention, la cellule de Ferrel est fondamentalement différente des deux autres. Contrairement aux cellules de Hadley et polaires, la cellule de Ferrel n'est pas directement thermique. Elle est entièrement pilotée par la dynamique atmosphérique et fonctionne comme une cellule indirecte. Elle est située entre 30 et 60 degrés de latitude, avec une circulation en surface d'ouest vers l'est et en altitude, une circulation en retour d'est-ouest pour tout équilibrer. Plusieurs forces, lois et équations de la physique régissent la cellule de Ferrel. La première, c'est la force de Coriolis, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Elle dévie les flux vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Entre 30 et 60 degrés de latitude, l'air se dirige ainsi des hautes pressions subtropicales vers les basses pressions subpolaires et forme ainsi les vents d'ouest. La deuxième loi est l'équilibre géostrophique. La force du gradient de pression pousse l'air à se mouvoir des régions de haute pression vers les régions de basse pression. Toutefois, dès que le mouvement s'amorce, la force de Coriolis le fait dévier vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Plus la vitesse de l'air augmente, plus la force de Coriolis augmente en proportion, accentuant la déviation. Finalement, la force de Coriolis atteint une valeur égale et opposée à celle de la force du gradient de pression, produisant ainsi localement un écoulement à une vitesse constante parallèle à des isobares rectilignes. C'est ce qu'on appelle l'équilibre géostrophique. L'équation de l'équilibre géostrophique est formulée comme suit. Fp égale Fc, où Fp est évidemment la force de pression, et Fc, la force de Coriolis, soit 1 sur la densité, multiplié par le gradient de pression, égale 2 fois la vitesse radiale, fois V, la vitesse du flux, fois le sinus de phi, qui est la latitude. Illustrons tout ceci avec un exemple réel d'une situation météo classique à la latitude 45 degrés nord. Et calculons d'abord le paramètre de Coriolis qui dépend de la vitesse radiale, soit 7,29 fois 10 exposant moins 5 par seconde, et du sinus de la latitude 45 degrés, soit 0,707, ce qui donne pour le paramètre de Coriolis 1,03 fois 10 exposant moins 4 par seconde. Prenons ensuite un gradient de pression réaliste entre 1015 hectopascales et 1005 hectopascales
nous avons un gradient de 10 hectopascales ramené au pascal, ce qui donne 1000 pascals. Prenons ensuite une distance, soit 500 km, ramené au mètre, cela donne 5 fois 10 exposant 5 mètres. Et donc, le calcul nous donne alors pour le gradient de pression 0,002 pascal par mètre. Et donc, le calcul du vent géostrophique donnera 1 divisé par 1,2 kg par mètre cube d'air, c'est la densité, multiplié par 1,03 fois 10 exposant moins 4, multiplié par 0,002, ce qui donnera un vent géostrophique d'environ 16 mètres par seconde, soit 58 km par heure. C'est une vitesse tout à fait typique. La troisième loi permet de comprendre la formation du courant jet qui résulte du gradient thermique horizontal et qui est formulé comme suit. Delta VG sur delta Z, donc la variation du vent géostrophique en fonction de l'altitude égale G divisé par FT, soit la constante de gravité, F le paramètre de Coriolis et T la température, multiplié par delta T sur delta Y, soit la variation de la température en fonction de la latitude. Et évidemment, le dernier paramètre, cette variation de T en fonction de la latitude, permet de comprendre que plus le contraste thermique entre les tropiques et les pôles est fort, plus le courant jet sera puissant. Illustrons tout ceci avec un exemple numérique appliqué à la formule précitée qui nous permettra de calculer le cisaillement vertical du vent, soit une situation réelle typique à la latitude 45 degrés nord avec une température à 40 degrés nord de 290 Kelvin et à 50 degrés nord de 270 Kelvin sur une distance méridienne d'environ 1100 km, soit ramené au mètre de 1,1 fois 10 exposant 6 mètres. Ceci donnera pour le gradient thermique moins 1,82 fois 10 exposant moins 5 Kelvin par mètre. Le paramètre de Coriolis à 45 degrés, comme pour la formule du vent géostrophique, sera de 1,03 fois 10 exposant moins 4 par seconde. La température moyenne sera de 280 Kelvin. Et si nous reprenons tout ceci pour calculer le cisaillement vertical du vent, eh bien, nous obtenons moins 0,00619 par seconde. L'interprétation, donc, c'est que le vent d'ouest diminue de 6,2 mètres par seconde par kilomètre d'altitude. Et le calcul du vent entre deux niveaux, prenons par exemple 1 et 9 km, soit 8000 mètres, eh bien, moins 0,00619 multiplié par 8000 donnera environ 50 mètres par seconde. Si le vent était donc de 5 mètres au sol, il devient environ de 55 mètres par seconde en altitude, soit 200 km par heure. C'est vraiment la vitesse typique d'un courant jet. Le courant jet n'est pas rectiligne, il ondule. Et ces ondulations sont les ondes de Rossby, dont l'équation simplifiée est C égale U moins bêta divisé par K au carré, où C est la vitesse de l'onde, U est le vent moyen, bêta est la variation du paramètre de Coriolis avec la latitude, et K, le nombre d'ondes de Rossby est réparti sur tout l'hémisphère. Nous n'irons pas plus en profondeur dans cette vidéo sur les ondes de Rossby qui feront l'objet d'une vidéo à part. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'elle redistribue la chaleur des tropiques vers le pôle et inversement des pôles vers les tropiques. Ceci est une fonction primordiale de la cellule de Ferrel. Dans les alentours du courant jet se forment les dépressions. En effet, lorsque l'air du courant jet diverge en altitude, ceci entraîne une ascendance en surface en vertu de l'équation de continuité ou loi de conservation de la masse que nous avons vue
dans la cellule polaire. La divergence d'altitude doit être compensée par la variation de la vitesse du vent vertical avec l'altitude. S'il y a donc une divergence en altitude, il y a ascendance en surface et baisse de pression. Autour de cette baisse de pression se forment les fronts froids, les fronts chauds et les occlusions. Le cycle de vie d'une dépression, c'est donc une onde frontale qui va progressivement se creuser autour de la dépression, puis entrer dans un processus d'occlusion et puis de frontolyse et de dissipation. Tout ce cycle est porté par la dynamique de la cellule de Ferrel. La cellule de Ferrel transporte la chaleur via le vent, les tempêtes, les cyclones extratropicaux. Et ce flux méridien de chaleur s'exprime par Q égale ρ multiplié par Cp fois V', T'. Cette équation dit que la chaleur est transportée quand des anomalies de vent et de température sont corrélées. Autrement dit, quand l'air chaud monte vers le nord et l'air froid descend vers le sud, la planète se rééquilibre thermiquement. Q est le flux méridien de chaleur exprimé en watts par mètre carré. C'est une puissance de transport thermique par unité de surface. Rho est la densité de l'air, 1,2 kg par mètre cube. Plus l'air est dense, plus il transporte de l'énergie. Cp est la capacité thermique de l'air, 1005 joules par kilo par Kelvin. C'est l'énergie nécessaire pour chauffer 1 kg d'air de 1 Kelvin. V', T', ce sont les fluctuations. En effet, l'atmosphère n'est jamais stable. Le vent accélère, ralentit, change de direction. La température monte, descend. Donc, on ne peut pas décrire l'atmosphère avec une seule valeur. Pour le vent, V barré, c'est le vent moyenné sur plusieurs jours ou sur des années en climatologie. Il représente la circulation en général. V', c'est ce qui reste. Les tempêtes, les dépressions, les ondes de Rossby, les flons, les turbulences. Et pour la température, c'est le même principe. T barré, c'est le climat moyen. T', ce sont les vagues de chaleur, les vagues de froid, les anomalies. Et donc, V', T', c'est une corrélation. C'est la clé. Si l'air chaud va vers le nord, V' et T' sont positifs. Si l'air froid va vers le sud, V' et T' sont négatifs. Alors, V', T' positif, c'est un transport net de chaleur vers le pôle. L'interprétation météorologique, c'est que donc dans le secteur chaud d'une dépression, l'air chaud monte vers le nord et dans son secteur froid, l'air froid descend vers le sud. Donc la perturbation transporte de la chaleur et la cellule de Ferrel fonctionne presque entièrement grâce à ces termes. Cette équation est donc fondamentale. Elle explique pourquoi les pôles ne gèlent pas totalement, pourquoi les tropiques ne surchauffent pas et pourquoi la cellule de Ferrel existe. Le produit V', T' est donc fondamental. Il montre que le flux de chaleur ne dépend pas des moyennes, mais de leur corrélation. La cellule de Ferrel dépend de tout ceci. Elle n'est pas directement créée par le Soleil, elle est créée par ses fluctuations. Donc, sans elle, la cellule de Ferrel ne fonctionnerait pas. La phrase clé, c'est que donc la météo transporte la chaleur, le climat en est la moyenne. Il faut maintenant boucler la cellule de Ferrel, car dans la cellule de Ferrel souffle en surface un vent d'ouest vers l'est. Mais en altitude, nous avons besoin d'un retour est-ouest. Et ceci s'explique essentiellement par deux raisons. D'abord, la conservation du moment angulaire. Le moment angulaire d'une parcelle d'air est formulé par m égale oméga r multiplié par cosinus phi plus u, le tout multiplié par r cosinus phi, où oméga est la vitesse de la rotation de la Terre, r est le rayon terrestre, phi est la latitude et u est la vitesse zonale. Quand une parcelle d'air se déplace vers l'équateur, le terme r cosinus phi augmente car le rayon terrestre est plus grand à l'équateur. Pour conserver le moment angulaire, la vitesse zonale u doit diminuer pour compenser. Elle deviendra même négative avec donc un flux
d'est vers l'ouest. Donc, un air qui descend et se dirige vers les basses latitudes tend naturellement à devenir est-ouest. La deuxième raison est liée au vent thermique, qui est une clé absolue. L'équation du vent thermique nous permet de comprendre que la température diminue vers le pôle, mais que la latitude augmente. Ainsi, le vent devient de plus en plus d'ouest vers l'est avec l'altitude dans le courant jet. Mais dans la cellule de Ferrel, le retour de masse impose un flux compensatoire inverse. Pourquoi c'est fondamental? Parce que sans ce retour, la masse d'air s'accumulerait, la pression exploserait et la circulation générale s'effondrerait. La cellule de Ferrel est donc un système de fermeture dynamique. La clé est de comprendre qu'on parle de deux choses différentes. La circulation méridienne moyenne dans la cellule de Ferrel et la circulation zonale dominante dans le courant jet. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Dans la cellule de Ferrel, on dit que le retour se fait d'est vers l'ouest en altitude. Mais ce retour est très faible en vitesse, noyé dans un flux zonal ouest-est beaucoup plus fort. Une analogie simple, c'est simplement un fleuve qui coule très vite vers l'est, mais avec un très lent mouvement de retour en profondeur. La cellule n'annule pas le courant jet, elle se superpose à lui. Après avoir exploré la cellule de Ferrel, nous voyons que l'atmosphère ne se contente pas de simples mouvements verticaux dictés par le réchauffement ou le refroidissement local. Aux latitudes moyennes, ce sont surtout les perturbations, les échanges horizontaux de chaleur et de quantité de mouvement, et la dynamique des systèmes dépressionnaires qui assurent la redistribution de l'énergie entre les tropiques et les pôles. Mais cette circulation resterait incomplète sans un mécanisme fondamental de retour. Car l'air transporté vers les latitudes moyennes et polaires doit à un moment donné revenir vers les régions équatoriales pour maintenir l'équilibre global du système. Ce retour ne se fait pas au hasard. Il s'organise principalement près de la surface, sous l'influence combinée des gradients de pression et de la rotation de la Terre. C'est ce mouvement de basse altitude, régulier, persistant et remarquablement structuré, qui ferme la grande boucle de la circulation atmosphérique. Et ce sont précisément ces vents de surface, connus sous le nom d'alizés, que nous allons maintenant analyser. Les alizés sont des vents dominants d'est-ouest qui soufflent de manière relativement régulière dans la région tropicale entre environ 30 degrés de latitude et l'équateur dans les deux hémisphères. Comme nous avons pu le voir plus tôt dans cette vidéo, c'est la cellule de Hadley qui met en place des hautes pressions subtropicales vers 30 degrés de latitude, à partir desquelles l'air s'échappe soit vers le nord pour alimenter la cellule de Ferrel, soit vers le sud pour constituer les alizés. La force de Coriolis intervient encore une fois ici et dévie les vents vers la droite ou vers la gauche en fonction de l'hémisphère. C'est pourquoi nous avons des alizés du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans l'hémisphère sud. Mais pourquoi les alizés sont-ils si réguliers? Il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est le forçage thermique quasi permanent qui est dû à la puissante énergie solaire observée à ces latitudes. La deuxième, c'est la faible variation saisonnière aux tropiques. En effet, l'angle solaire varie peu comparé aux latitudes moyennes. Ceci génère un équilibre quasi stationnaire qui est renforcé par le gradient de pression et la force de Coriolis. Les alizés ne sont pas juste un vent, c'est une force mécanique permanente qui couple l'atmosphère et l'océan tropical à travers 5 mécanismes. El Niño et la Niña, le climat tropical global, les moussons, le contrôle de l'humidité planétaire et les ouragans. Commençons avec El Niño et la Niña.
En situation normale, les alizés soufflent d'est en ouest, avec une accumulation d'eau chaude dans le Pacifique Ouest et une pente du niveau marin positive d'environ 40 à 60 centimètres dans ces régions-là. Conséquence, la thermocline est profonde à l'ouest, avec donc une épaisseur d'eau chaude d'environ 100 à 200 mètres, alors qu'à l'est, la thermocline est beaucoup moins profonde, avec une remontée intense d'eau froide au large du Pérou. Cela maintient donc des températures d'eau de mer bien plus chaudes à l'ouest, avec une convection concentrée dans ces régions. Si les alizés faiblissent, c'est le mécanisme inverse, c'est El Niño. Alors, la pente de la thermocline diminue, des ondes chaudes dites de Kelvin se propagent vers l'est, la thermocline s'enfonce à l'est avec une remontée d'eau froide qui diminue. Résultat, les températures d'eau de mer augmentent dans ces régions, la convection migre vers le centre-est du Pacifique. C'est donc une instabilité couplée océan-atmosphère et donc les alizés contrôlent El Niño et La Niña parce qu'ils déterminent la pente de la thermocline et la remontée d'eau froide. Les alizés contrôlent aussi le climat tropical global. En effet, la convection tropicale suit les zones de température d'eau de mer les plus chaudes. Or, comme nous venons de le voir, les alizés contrôlent la remontée d'eau froide et la pente de la thermocline. Donc, ils modulent la répartition en latitude et en longitude des températures d'eau de mer les plus chaudes. De plus, si les alizés se renforcent dans un hémisphère, la convection se décale vers l'autre hémisphère avec la migration de la zone de convergence intertropicale. Donc, les alizés qui sont plus forts dans le nord vont faire décaler la ZCIT vers le sud et inversement avec des alizés au sud qui sont plus forts et qui font décaler la zone de convergence intertropicale vers le nord. Mais pourquoi tout ceci serait possible? Les alizés se renforcent si le gradient de pression entre les subtropiques et l'équateur augmente. Par exemple, si la pression est plus basse à l'équateur, il y aura donc un gradient méridien plus fort et des alizés plus forts. Cela peut se produire si le refroidissement subtropical augmente, si la convection équatoriale se renforce ou si le transport océanique modifie les températures d'eau de mer les plus chaudes. Nous pouvons aussi avoir une asymétrie énergétique interhémisphérique. Par exemple, si l'hémisphère nord reçoit plus d'énergie nette, alors les alizés du nord seront plus forts. Il peut aussi y avoir des différences entre le continent et l'océan. L'hémisphère nord a plus de continents, il chauffe plus vite, ils produisent des gradients thermiques plus forts et cela intensifie les circulations saisonnières, principalement durant l'été boréal, où donc nous pouvons avoir un renforcement des alizés de l'hémisphère nord, alors que l'hémisphère sud, dominé par l'océan, est thermiquement plus homogène. Les alizés contrôlent la mousson. Durant l'été boréal, le continent asiatique se réchauffe fortement alors que l'océan Indien reste très relativement plus frais à cause de l'inertie thermique. Il y a donc une dépression qui se forme sur le continent alors que l'océan reste dominé par un anticyclone. Il se forme donc un gradient de pression de l'océan vers le continent. Or, les alizés du sud-est soufflent dans l'hémisphère sud et traversent ensuite l'équateur en été boréal. Et à cet endroit-là, la force de Coriolis est nulle. Mais en passant dans l'hémisphère nord, elle devient positive et elle dévie le flux vers la droite. Résultat, le vent de sud-est devient sud-ouest et c'est le flux de mousson indienne. La mousson est donc une sorte d'alizé interhémisphérique dévié par la rotation de la Terre. C'est une circulation saisonnière thermiquement renforcée. Mais leur intensité dépend de la différence entre la température de l'océan
et du continent. Or, les alizés contrôlent la température d'eau de mer, modulent El Niño et la Nina, et donc modulent les moussons. Par exemple, El Niño affaiblit les alizés. Il y a donc un réchauffement du Pacifique central, une subsidence sur l'Inde, et donc la mousson indienne en ressort affaiblie. Donc, les alizés sont un régulateur indirect des moussons via El Niño. Les alizés contrôlent aussi l'humidité globale. En effet, la vapeur d'eau maximale dépend de la température d'eau de mer les plus chaudes. Or, les alizés déterminent la température d'eau de mer la plus chaude via les remontées d'eau froide. Ils déterminent donc la localisation de la convection la plus profonde et donc la production globale de vapeur. La région équatoriale est la principale source d'humidité planétaire et donc cette convection profonde injecte de la vapeur et de la chaleur latente et donc, les alizés organisent la convection et donc le cycle hydrologique global. Les alizés influencent aussi les ouragans. En effet, les cyclones tropicaux dépendent de températures d'eau de mer supérieures à 26-27 degrés, d'un faible cisaillement vertical et d'une forte instabilité convective. Or, les alizés influencent ces trois facteurs. D'abord, via la température d'eau de mer. Si les alizés sont forts, il y a donc des remontées d'eau froide, comme nous l'avons déjà vu précédemment, et donc une réduction du potentiel cyclonique. À l'inverse, si les alizés sont faibles, l'océan est plus chaud et il y a donc plus d'énergie potentielle pour les cyclones. Deuxièmement, via le cisaillement vertical. Pendant El Niño, la circulation atmosphérique est modifiée. Le cisaillement vertical augmente dans l'Atlantique et donc les ouragans de cette zone diminuent. Inversement, durant la Niña, le cisaillement diminue et il y a donc plus d'activité cyclonique dans l'Atlantique. Et enfin, les alizés transportent l'air vers l'équateur, ils forcent la convergence et il y a donc plus d'ascendance équatoriale. Donc, les alizés modulent la puissance cyclonique. Depuis le début de cette exploration, nous avons suivi un fil invisible, celui de l'énergie solaire. Une énergie qui frappe l'équateur avec intensité, qui s'accumule, qui s'élève, qui se transforme. Une énergie qui met l'air en mouvement et déclenche une mécanique d'une ampleur planétaire. À l'équateur, l'atmosphère bouillonne, s'élève, condense, libère sa chaleur latente comme le souffle d'un gigantesque moteur thermique. Plus haut, les vents accélèrent, se divisent, s'organisent. La cellule de Hadley se déploie. Les anticyclones subtropicaux sculptent les déserts. Les courants jet cisaillent la haute troposphère. Puis viennent les latitudes moyennes, royaume des contrastes et des tempêtes. Là, l'atmosphère devient plus instable, plus ondulante, traversée par des cyclones qui redistribuent l'énergie avec une efficacité redoutable. Et enfin, au pôle, le froid impose sa loi. L'air s'alourdit, plonge, s'étale, fermant le cycle. Trois cellules, un seul moteur, une planète en rotation. Ce que nous appelons la circulation générale n'est pas un simple schéma dans un manuel. C'est une architecture dynamique qui relie chaque point du globe. C'est elle qui dessine les ceintures climatiques, qui décide où tomberont les pluies, où s'étendront les déserts, où naîtront les tempêtes. Derrière les nuages et les vents, il y a des équations. Derrière les équations, il y a une élégance physique, conservation de l'énergie, conservation du moment angulaire, équilibre hydrostatique, dynamique des fluides en rotation. Des lois simples en apparence, mais qui, combinées à l'échelle d'une planète entière, produisent une complexité fascinante. Et ce système n'est pas figé. Il respire, il oscille, il réagit. La moindre modification du bilan radiatif global peut en déplacer les frontières.
intensifier ses courants de jet, modifier ses cellules. Comprendre cette circulation, ce n'est pas seulement admirer une mécanique naturelle, c'est comprendre le cœur battant du climat terrestre. Car au fond, la circulation atmosphérique, c'est le souffle de la Terre. Un souffle invisible mais puissant. Un souffle qui relie l'équateur au pôle, les océans au continent, le présent au futur. Et plus nous le comprenons, plus nous mesurons à quel point notre planète est à la fois robuste et délicatement équilibrée.